J'ai cassé un vase à 10 000 $, ma fille m'a mis à la porte mais ce que j'ai dit ensuite les a fait pâlir. Mon nom est Elena Hartwell, et ce jour de Thanksgiving, ma fille, mon unique enfant, m'a regardé comme si j'étais une tache sur sa vie impeccable. La famille de son mari, vêtue de soie sur mesure et arborant des sourires suffisants, n'a même pas pris la peine de cacher son dégoût. Pour eux, j'étais un parasite, un fardeau, une tumeur maligne qui aurait dû être excisée depuis longtemps. Le coup final est venu sous la forme de porcelaine brisée, un vase qui, disait-il, valait plus de 10 000 $. Mais que sont 10 000 $ contre les décennies de sacrifices que mon mari et moi avons faites pour l'élever? Que vaut un vase comparé aux nuits où nous avons eu faim pour qu'elle puisse manger, aux hivers où nous avons gelé pour qu'elle puisse rester au chaud? Cela n'avait pas d'importance. Elle m'a jeté dehors dans le froid ce soir-là, sans explication, sans hésitation. Un vase brisé a suffi à effacer toute une vie d'amour. Je me souviens d'être assise sur le trottoir, les mains tremblantes, sanglotant non pas à cause du froid mais à cause de la fracture qui traversait mon cœur. Cette nuit-là, j'ai cru avoir tout perdu. Mais plus maintenant. Les larmes ont disparu, la douleur s'est transformée en résolution. Et maintenant c'est à leur tour d'apprendre une leçon de moi. Avant de commencer l'histoire déchirante d'Elena, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup et m'encourage à partager des histoires de famille plus significatives chaque jour. J'ai toujours aimé l'automne, la façon dont les feuilles chuchotaient doucement en tombant, tapissant les rues de Clearview de nuances d'or et de cramoisi. À 63 ans, vivant seul en tant que veuve dans notre paisible ville de l'Ohio, je chérissais ces petits conforts plus que jamais. Mais ce matin de Thanksgiving était différent, l'excitation se mêlait à un frémissement anxieux dans ma poitrine. J'avais décidé, sur une impulsion purement dictée par le manque, de surprendre ma fille unique, Linda, dans sa maison glamour de New York. Cela faisait trop longtemps que nous n'avions pas passé de vacances ensemble, beaucoup trop longtemps. J'ai soigneusement emballé ma vieille valise usée, lissant ma main sur le cuir délavé, me rappelant que cette visite était une bonne idée. J'avais imaginé l'expression du visage de Linda d'innombrables fois au cours des dernières semaines, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité joyeuse, sa voix remplie d'excitation. « Maman, tu es venue » s'exclamerait-elle, me tirant à l'intérieur, impatiente de me présenter fièrement à la famille de son mari. Mon cœur se réchauffait à cette pensée. Peut-être, juste peut-être, cela réparerait la distance qui s'était creusée entre nous. Le voyage a été long et solitaire, et tandis que le bus Greyhound traversait les kilomètres en direction de New York, mon excitation s'est lentement transformée en appréhension. Et si Linda ne voulait pas de cette surprise? Le doute, contenu jusqu'alors, s'est soudainement précipité, me remplissant d'un sentiment de malaise. Le ciel à l'extérieur s'assombrissait, les nuages s'épaississaient, reflétant mon anxiété croissante. Pourtant, je me suis rappelé que la famille était tout, et Linda serait sûrement heureuse de me voir. Lorsque j'ai finalement atteint le grand quartier où ma fille vivait maintenant, je me suis arrêté, essoufflé. Les rues larges et propres étaient bordées de vastes demeures, majestueuses et intimidantes. La maison de Linda se dressait de manière imposante, ses portes ornées étroitement fermées comme pour se protéger des étrangers comme moi. Ma présence humble se sentait immédiatement déplacée, vêtue comme je l'étais de mon modeste manteau de laine et de ma robe délavée. Pourtant, j'ai gardé la tête haute, puisant du courage dans les paroles de ma mère il y a longtemps, la dignité n'a rien à voir avec la richesse. En remontant la longue allée, le gravier craquant doucement sous mes chaussures usées, j'ai vu, à travers les fenêtres brillamment éclairées, la lueur chaleureuse de Linda préparant la table de Thanksgiving. Mon cœur s'est accéléré nerveusement. Comme il serait merveilleux de partager sa chaleur, de se sentir à nouveau connecté. J'ai repris mon souffle et j'ai frappé doucement à la porte polie, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. La porte s'est ouverte, révélant une jeune femme grande et bien habillée dont le regard a rapidement parcouru ma tenue modeste avant de scintiller brièvement avec quelque chose comme de l'irritation. Elle s'est écartée, faisant un vague geste vers la salle à manger. « Linda » appelait-elle par-dessus son épaule avec un léger agacement, « quelqu'un est là pour toi. » Linda est apparue quelques instants plus tard, et à ma vue, ses yeux se sont écarquillés, non pas de joie, mais de choc et de consternation. Son visage est rapidement devenu d'un rouge profond et douloureux. « Maman » balbutia-t-elle, clairement surprise. Sa voix était froide, sèche. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon cœur s'est effondré et l'embarras m'a envahi, chaud et accablant. Je me suis sentie soudain très petite, souhaitant désespérément disparaître dans l'air. J'ai forcé un sourire tremblant. « Surprise, chérie.
J'ai pensé que je viendrais passer Thanksgiving avec toi. Linda hésita, jetant un coup d'œil nerveux vers la salle à manger, puis vers moi, les lèvres pincées. Maman, tu aurais dû appeler, murmura-t-elle, clairement agitée, gênée par mon arrivée inattendue. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Derrière elle, des yeux curieux ont commencé à regarder depuis la somptueuse salle à manger. Je pouvais voir Richard, le mari de Linda, assis fièrement en bout de table, flanqué des membres de sa famille riche et élégante venus pour la soirée. Tous les regards se sont tournés vers moi, me scrutant avec un dédain à peine dissimulé. Le poids de leur jugement silencieux pesait lourdement sur ma poitrine. Linda se tenait maladroitement, visiblement aux prises avec la situation. Tout le monde, annonça-t-elle finalement d'une voix forcée et tendue, voici ma mère, Alina. Un silence inconfortable est tombé sur la table, lourd comme du plomb. J'ai tenté un sourire poli et plein d'espoir, mon cœur souffrant de la froideur que je ressentais en retour. Pas une seule voix ne s'est élevée pour me souhaiter la bienvenue. Le seul son était le tic-tac sourd d'une horloge ornée au mur. Le silence a été brusquement rompu par la voix innocente et curieuse d'un enfant qui résonnait clairement et fort, « Qui est la mendiante, maman ?» Des rires ont éclaté autour de la table, aigus et cruels, me blessant profondément dans mon orgueil. Le visage de Linda se tordit de honte, ses yeux fuyant les miens. J'ai senti l'humiliation monter à mes joues, les larmes me piquant les yeux, mais j'ai ravalé ma salive, déterminé à ne pas pleurer. Était-ce ainsi que ma propre fille me voyait? Rien de plus qu'une gêne, une tache sur sa vie impeccable? Richard toussa légèrement, s'éclaircissant la gorge, ses yeux trahissant un léger amusement. Linda, peut-être que ta mère devrait au moins s'asseoir et manger. C'est Thanksgiving, après tout, dit-il, ses paroles polies mais condescendantes, impliquant clairement la charité plutôt que la chaleur. Linda hocha la tête à contre-cœur, faisant un geste raide vers une chaise vide au bout de la longue table polie. Maman, assieds-toi, s'il te plaît, murmura-t-elle doucement, les yeux baissés, évitant les miens. Le dîner s'est déroulé maladroitement, rempli de conversations tendues qui évitaient soigneusement ma présence. J'ai picoré tranquillement le repas copieux, chaque bouchée ayant un goût amer d'humiliation. Chaque regard jeté dans ma direction semblait rempli d'un jugement silencieux, se moquant silencieusement de mes vêtements, de mes manières, de mon existence même dans leur monde parfait. Après le dîner, les invités sont partis rapidement, laissant derrière eux une maison remplie de tension. Richard s'est retiré dans le bureau sans un autre regard, laissant Linda et moi seuls dans le grand salon, étrangement froid. Linda se tenait près de la cheminée, les épaules raides de colère et d'embarras refoulés. Finalement, elle parla, sa voix fragile et fatiguée. « Tu peux rester ici ce soir, maman. Il y a une chambre d'amis à l'étage, dit-elle sèchement. Nous parlerons demain matin. » J'ai hoché la tête silencieusement, réalisant que même l'offre d'un abri semblait creuse et peu accueillante. Ma gorge se serra douloureusement, me faisant mal à force de retenir le flot d'émotions. Linda quitta rapidement la pièce sans un mot, et je fus laissé seul, entouré d'opulence, mais me sentant plus vide et plus pauvre que jamais. Assise là dans le silence, fixant les braises vacillantes dans la cheminée, j'ai affronté une dure vérité, ma fille avait honte de moi. Honte de qui j'étais, d'où je venais. J'avais imaginé ces retrouvailles remplies de chaleur, de pardon et d'amour, mais au lieu de cela, la réalité avait apporté une douloureuse clarté, aussi tranchante que du verre brisé. La douleur de la solitude s'est approfondie alors que je montais lentement les escaliers, entrant dans la chambre d'amis immaculés. Tout était parfaitement arrangé, mais totalement dépourvu de chaleur. Allongé, les yeux fixés sur l'obscurité, les larmes ont finalement coulé, silencieusement au début, puis en sanglots silencieux de chagrin et de déception. Pourtant, au milieu de l'angoisse, sous la tristesse de cette amère nuit de Thanksgiving, quelque chose de plus fort s'est agité en moi, une résolution née d'années de force tranquille, de longues solitudes endurées et de sacrifices silencieux. Linda avait fait son choix, mais moi aussi j'avais le mien. La dignité ne me permettrait pas de mendier, et je ne resterais pas prisonnière de la honte. Cette nuit-là, malgré la chambre d'amis spacieuse et luxueuse que Linda m'avait fournie et le matelas moelleux sous moi, le sommeil était impossible. Je suis resté éveillé dans l'obscurité, le cœur lourd, mes pensées dérivant impuissantes dans le passé. Les souvenirs me sont revenus en flot, clairs comme le jour, se répétant sans cesse dans mon esprit. Je ne pouvais ni les faire taire ni leur échapper. Clearview, ma petite ville natale de l'Ohio, était modeste et humble, un endroit simple où j'avais passé presque toute ma vie. Je me souvenais clairement de notre petite maison nichée tranquillement au milieu de vastes champs de maïs, son toit délavé devenant lentement gris avec l'âge,
toujours remplie du parfum réconfortant du pain fraîchement cuit chaque matin. Anne, mon défunt mari, était un gentleman, travailleur et dévoué sans relâche à notre petite famille. Il acceptait tous les petits boulots qu'il pouvait, endurant l'épuisement physique pour s'assurer que nous avions de quoi survivre. Nous avions toujours eu des difficultés financières, mais nous n'avions jamais manqué de bonheur à cette époque. Linda, notre unique enfant, avait grandi dans cet environnement modeste. Je me rappelais encore clairement comment Anne, les mains tremblantes, réparait les vieilles fenêtres pendant les hivers glaciaux, déterminée à protéger notre fille des vents violents. L'argent était toujours rare, mais nous faisions de notre mieux pour protéger Linda du sentiment de privation. D'innombrables nuits, je suis resté éveillé à coudre patiemment mes propres robes usées en jolies robes pour que Linda puisse assister aux fêtes d'anniversaire de ses camarades de classe sans honte. Je ne m'étais jamais plainte ni n'avais eu honte de notre pauvreté, croyant fermement que chaque sacrifice en valait la peine si Linda grandissait heureuse et fière. Mais Linda était différente de moi. Même enfant, elle avait toujours été quelque peu gênée par nos origines humbles, faisant attention à ne pas trop en révéler sur sa famille à ses amis. Au début, je pensais que ce n'était qu'une phase enfantine qu'elle dépasserait. Mais en grandissant, Linda est devenue de plus en plus secrète, de plus en plus honteuse de ses origines. Lorsque Linda a obtenu une bourse complète pour une université prestigieuse, ma fierté était immense. Je me souviens encore d'être debout à la gare routière, en larmes, lui faisant signe au revoir, la priant doucement de ne jamais oublier la maison d'où elle venait. Pourtant, en regardant en arrière, j'ai réalisé que c'était peut-être la dernière fois que j'ai vu de la tendresse dans ses yeux envers moi. Tout a changé lorsqu'elle a rencontré Richard Carter, un homme si riche et puissant que son monde nous était totalement étranger. Richard, maintenant âgé de 47 ans, était issu d'une famille new-yorkaise importante et bien établie. Dès notre toute première rencontre, j'ai ressenti sa froideur, une distance soigneusement masquée derrière des manières polies. Je n'oublierai jamais la façon dont il a regardé notre petite maison la première fois qu'il a visité Clearview. Ses yeux trahissaient du dédain, comme s'il regardait quelque chose de sale, quelque chose en dessous de lui. Petit à petit, Linda a commencé à refléter les attitudes de Richard. Elle évitait de parler de ses antécédents familiaux, et chaque rare visite à la maison était marquée par une gêne croissante entre nous. Lorsque Linda a donné naissance à un petit-fils que j'avais à peine rencontré, sa position dans la famille de Richard s'est quelque peu améliorée. Dans mon cœur naïf, j'espérais que ce nouveau statut lui donnerait confiance, peut-être même fierté de ses racines, nous permettant de nous rapprocher à nouveau. Je me trompais terriblement. Lorsque les premiers rayons pâles du matin ont traversé les fenêtres de la chambre d'amis, j'ai réalisé, surprise, que j'étais resté éveillé toute la nuit, perdu dans mes souvenirs. La douce lumière du soleil ne faisait pas grand-chose pour soulager le poids dans ma poitrine. J'ai décidé, en attendant que Linda descende, de lui demander directement si je pouvais rester un peu plus longtemps. Elle me manquait terriblement, et depuis le décès de Anne, la solitude me rongeait petit à petit. Malgré les événements douloureux de la veille, je gardais un fragile espoir que Linda puisse comprendre et permettre à sa mère de rester, ne serait-ce que brièvement. Ce matin-là, alors que j'étais assise tranquillement dans la cuisine spacieuse et moderne, regardant ma fille préparer le petit déjeuner en silence, j'ai hésité un long moment avant de finalement parler. « Linda » ai-je commencé doucement. Linda s'est arrêtée, se tournant vers moi avec méfiance, visiblement mal à l'aise. « Je sais que je ne devrais probablement pas m'immiscer dans ta vie ici » ai-je poursuivi gentiment, le cœur serré par le regard distant dans ses yeux. « Mais tu me manques vraiment. Depuis la mort de ton père, je suis insupportablement seul. J'espérais que tu pourrais me laisser rester ici pendant un court moment, si cela ne te dérange pas. » Linda s'est figée un instant, son visage reflétant un mélange d'anxiété et de frustration. Après un long silence gênant, elle a finalement parlé, d'une voix sèche et sans émotion. « Je devrais d'abord demander à Richard, maman. Tu sais que les choses ici peuvent être compliquées. » Ces quelques mots en disaient long. Pourtant, au moins, elle n'avait pas refusé catégoriquement. Après avoir parlé tranquillement à son mari en privé, Linda a accepté à contre-cœur ma demande. Je savais immédiatement qu'il s'agissait moins d'affection que de maintenir les apparences, de peur de ce que les autres pourraient dire s'ils découvraient qu'une personne de la richesse et du statut de Linda refusait un abri à sa mère. Richard, toujours si soucieux de son image de générosité, ne s'y est pas ouvertement opposé. La vie dans la maison de Linda est rapidement devenue tendue. Je voyais clairement la gêne dans ses yeux chaque fois qu'elle me regardait. Elle prenait soin de me cacher à ses amis et voisins. Chaque fois que des invités venaient,
on me demandait discrètement de rester à l'étage, hors de vue. Richard me regardait avec un mépris à peine voilé, me traitant comme un fardeau dont il souhaitait simplement se débarrasser, même s'il maintenait un masque extérieur de politesse. Il était clair qu'à leurs yeux, je n'étais plus rien de plus qu'une obligation importune, quelqu'un à tolérer plutôt qu'à aimer. Ces jours étaient remplis de souffrances silencieuses. La gêne de Linda face à ma présence dans sa vie soigneusement organisée me blessait profondément, laissant une blessure qui refusait de guérir. Malgré ma douleur, j'ai ravalé ma fierté, endurant silencieusement, espérant désespérément un jour où ma fille pourrait enfin comprendre l'amour derrière mes sacrifices silencieux, les soins inconditionnels que je lui avais prodigués dans les moments les plus difficiles. Peut-être alors, rêvais-je tranquillement, pourrions-nous combler le fossé qui s'était creusé si terriblement entre nous. Les jours qui suivirent se sont fondus en une routine tranquille et engourdissante. Bien que je vive sous le même toit que ma fille, je me sentais plus comme une femme de ménage que comme une mère. Linda et Richard ne le disaient jamais à voix haute, mais leurs attentes étaient suffisamment claires, je ne devais pas passer mes journées dans l'oisiveté. Et donc, j'ai pris sur moi d'être utile. J'ai nettoyé. J'ai lavé la vaisselle. J'ai rangé leur chambre déjà impeccable. Et j'ai préparé des repas, souvent sans un mot de remerciement en retour. Ce n'était pas le travail qui pesait sur moi, j'avais travaillé dur toute ma vie, mais son invisibilité. Je n'étais pas prise en charge, j'étais tolérée, à peine. Et pourtant, malgré tout, je me disais que j'étais contente d'être près de Linda, d'avoir encore une place, même si cette place n'avait pas de nom. Chaque matin, je me réveillais tôt, avant tout le monde, et je me déplaçais tranquillement dans la maison, en veillant à rester hors de leur chemin, en faisant attention à ne pas devenir trop visible, trop présente. Il y avait une solitude dans ce silence qui s'insinuait dans mes os. Je me souvenais des jours à Clearview où Anne et moi avions l'habitude de nous asseoir sur le porche avec notre café, en riant de rien en particulier. Il y avait du bruit à l'époque, et même dans la pauvreté, la vie avait du poids, de la texture, de la chaleur. Dans cette maison, tout brillait et scintillait, mais rien ne semblait vivant. C'était un jeudi après-midi lorsque l'accident s'est produit. J'étais en train de laver les sols du grand couloir, fredonnant doucement pour moi-même, lorsque mon genou droit, mon genou gênant, celui qui me causait des problèmes depuis des années, a brusquement cédé sous moi. J'ai trébuché sur le côté, tendant instinctivement la main pour me stabiliser. Ma main a heurté un piédestal étroit, beaucoup trop fragile pour son propre bien, et je l'ai entendu avant de le voir, le bruit esséurant de la porcelaine se brisant contre le marbre. Le temps a semblé s'arrêter à ce moment-là. Je me suis tourné lentement et j'ai vu ce qui restait du vase, une grande antiquité bleu pâle dont Linda s'était autrefois vantée qu'elle datait de la France du XVIIIe siècle, maintenant réduite à des fragments dentelés éparpillés sur le sol. Mon cœur s'est effondré. Pendant un instant, je suis simplement resté là, figé, à regarder les débris comme une criminelle sur les lieux de sa propre chute. Des pas ont retenti de l'autre bout du couloir, puis Richard est apparu, les yeux se fixant immédiatement sur le vase brisé. Son expression est passée à une vitesse terrifiante de la confusion à la reconnaissance, puis à la rage. Que diable s'est-il passé ici, a-t-il aboyé. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour expliquer, mais ma voix affaiblit. J'ai glissé, ai-je dit doucement. Mon genou a lâché et j'ai perdu l'équilibre. Je ne voulais pas. Mais il n'écoutait pas. Il a tourné les talons et s'est précipité vers la cuisine, criant « Linda ». Quelques instants plus tard, Linda est apparue, le visage déjà tendu. Richard n'a pas attendu. « Je t'avais dit que ça arriverait », a-t-il lancé, sa voix résonnant fortement dans la maison. « Je t'avais dit de ne pas l'amener ici. Maintenant regarde. » Ce vase valait plus que ce qu'elle a vu de toute sa vie. Mon estomac s'est noué, non seulement à cause de la cruauté de ses paroles, mais aussi à cause de la façon dont Linda évitait de me regarder. Son silence était pire que ses cris. Richard a continué, sa voix un peu plus basse mais bouillonnante, « J'ai supporté ça pendant des semaines. Elle est un danger public, et je ne la laisserai pas détruire cette maison. » Linda a tressailli, et pendant une brève seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait me défendre. J'ai cherché quelque chose sur son visage, de la pitié, de l'affection, de la culpabilité, mais je n'ai trouvé que de la tension, de la colère et quelque chose de plus froid, de plus durable, de la honte. « Elle partira », a dit Linda fermement. Ce soir. C'était comme si quelqu'un avait mis le monde à l'envers et m'avait vidé. Je n'ai pas discuté. À quoi cela aurait-il servi? Ma fille, ma propre chair et mon propre sang, choisissaient le silence plutôt que la gentillesse,
l'humiliation plutôt que la compassion. Richard n'a pas dit un mot de plus. Il s'est retourné et a disparu dans le couloir. Linda est restée, la mâchoire serrée, les yeux ne rencontrant toujours pas les miens. « Fais tes bagages, maman », a-t-elle dit platement. « Je t'appellerai un taxi. » Dehors, la neige avait commencé à tomber, de fins flocons obliques dérivant à travers les lumières de la ville, saupoudrant le trottoir d'une beauté cruelle. J'étais assise sur le bord du trottoir, ma petite valise à côté de moi, essayant de me tenir. Mes mains tremblaient à cause du froid et de tout ce que je n'osais pas nommer. Les gens passaient rapidement, emmitouflés dans des manteaux et des écharpes chauds, aucun d'eux ne s'arrêtant. Je devais ressembler exactement à ce que Richard croyait que j'étais, une vieille femme brisée. Personne d'important. Rien de spécial. Une gêne laissée pour compte. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. À un moment donné, une voiture noire élégante s'est arrêtée au trottoir. La vitre passager s'est abaissée et un homme s'est penché, fronçant légèrement les sourcils en me regardant à travers la neige. « Madame, vous allez bien ?» a-t-il demandé, la voix réservée. J'ai levé les yeux, le visage rougi par le froid et la honte, et j'ai essayé d'esquisser un léger sourire. « J'attends », ai-je dit doucement. Il a hésité, puis a sorti un portefeuille de son manteau et a tendu un billet de 10 $. « Tenez », a-t-il dit. « Achetez-vous quelque chose de chaud. » Le geste, fait peut-être par pitié, m'a transpercé comme un couteau. J'ai regardé le billet dans sa main, la chaleur montant à mon visage, et quelque chose en moi s'est brisé. « Je ne suis pas une mendiante », ai-je dit, ma voix plus ferme que prévu. « S'il vous plaît, ne me traitez pas comme telle. » Il y a eu une pause. Ses yeux se sont rétrécis, scrutant mon visage. La reconnaissance est apparue lentement. « Alina ?» J'ai cligné des yeux, pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. « Alina Hartwell », a-t-il répété. « C'est vraiment toi. »« Oui », ai-je murmuré. Il est sorti de la voiture, non plus l'homme d'affaires élégant, mais simplement James. James Anderson, le garçon qui était assis à côté de moi en classe de littérature, qui m'a prêté son parapluie sous la pluie, qui m'a écrit une lettre après l'obtention du diplôme à laquelle je n'ai jamais répondu. « Mon Dieu, que fais-tu ici comme ça ?» a-t-il demandé, la voix chargée d'incrédulité et de quelque chose de plus, quelque chose comme du chagrin. J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. C'est une longue histoire. Il est resté silencieux un instant, puis s'est penché et a ramassé ma valise sans un mot. « Viens », a-t-il dit gentiment. « Tu viens avec moi. Je ne te laisse pas dans la rue. »« Je ne veux pas de ta pitié », ai-je murmuré, la vieille fierté brûlant à travers mon humiliation. « Ce n'est pas de la pitié », a-t-il dit. « C'est de la décence. Et d'ailleurs, je te le dois. » La neige continuait de tomber alors que je le laissais me guider dans la voiture. Je me sentais petite et fatiguée, mais aussi étrangement ancrée par sa présence. La chaleur de la voiture m'enveloppait comme un souvenir. James a conduit en silence, bien que de temps en temps je le surprenais à me regarder, l'inquiétude profondément gravée sur son visage. Je n'avais pas vu ce regard dans les yeux de quelqu'un depuis longtemps. Alors que les lumières de la ville défilaient, je me suis appuyé contre le siège et j'ai fermé les yeux. Je pouvais encore entendre la voix de Richard, le silence de Linda, le bruit de la porcelaine qui se brisait. Mais maintenant, pour la première fois depuis des semaines, j'entendais aussi quelque chose d'autre, un nom prononcé doucement, une voix du passé qui me rappelait à moi-même. James vivait dans une vieille maison en pierre brune nichée dans une rue calme de l'Upper West Side. La neige tombait encore légèrement lorsque nous sommes arrivés, et lorsqu'il a ouvert la porte, l'air chaud s'est précipité vers moi, emportant avec lui l'odeur du thé épicé et du bois qui brûlait. À l'intérieur, tout semblait habité et doux, comme un endroit qui avait connu la joie et la tristesse à parts égales. J'ai hésité sur le seuil, mon manteau humide, mes chaussures froides et mon âme vide. Mais James m'a touché le bras doucement et n'a rien dit de plus, il m'a juste guidé à l'intérieur. Helen Anderson attendait dans le salon, recroquevillée dans un fauteuil à oreilles, un livre sur les genoux. Le temps avait dessiné de fines rides autour de ses yeux, mais ils étaient toujours vifs d'intelligence et de gentillesse. Je n'avais pas vu Hélène depuis des décennies, pas depuis nos débuts à Clearview, lorsque nous étions toutes deux jeunes mères, partageant des recettes et des commérages par-dessus les clôtures de jardin. Les années avaient été généreuses avec elle. Elle s'est levée dès qu'elle m'a vu et a traversé la pièce sans hésiter. « Alina » a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion, « que s'est-il passé, bon Dieu ?»
Je ne savais pas comment répondre. Je ne trouvais pas les mots. Mais lorsqu'elle m'a serré dans ses bras, je me suis permise, juste un instant, de m'appuyer sur elle. La chaleur de ce simple geste a failli me défaire. Ils ne m'ont pas pressé ce premier soir. James a insisté pour que je prenne la chambre d'amis, et Hélène m'a apporté un plateau avec de la soupe chaude et du pain moelleux, parlant doucement de rien en particulier, ses petits-enfants, le bruit de la ville, ses chats. Lorsque je me suis finalement allongé sous une pile d'épaisses couvertures, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je ne me suis pas senti invisible. Je ne me suis pas senti comme un fardeau. Je me suis simplement senti en sécurité. Le lendemain matin, le poids de la honte est revenu alors que la neige commençait à fondre dehors. En prenant un café dans la cuisine, j'ai essayé de tout expliquer, Linda, le vase, le trottoir, le taxi qui n'est jamais venu. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais dépassé le stade des larmes. Mais ma voix tremblait lorsque je parlais d'être traité comme quelque chose de jetable. Je leur ai dit la vérité, et ils ont écouté avec la fureur tranquille que seules les bonnes personnes ressentent au nom de quelqu'un qu'elles aiment. Hélène, qui n'avait été autrefois qu'une voisine parmi d'autres, était depuis devenue quelqu'un de bien plus formidable. Elle dirigeait maintenant une organisation à but non lucratif local qui soutenait les femmes âgées et veuves, celles que la société avait tendance à oublier, comme Linda m'avait oublié. Avec une douce fermeté, elle a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire, mais elle croyait aussi que je ne devais pas m'installer dans l'immobilisme. « Tu n'as pas fini, Alina » a-t-elle dit. « Je peux le voir en toi. » C'est elle qui m'a aidé à trouver le travail de cuisinière. Rien de glamour, juste une place dans un petit café à la périphérie de Midtown. J'avais toujours été doué en cuisine, meilleur que la plupart, en réalité. À Clearview, j'étais celle que les voisins appelaient lorsque quelqu'un avait besoin d'une tarte pour une tombola d'église ou d'un ragoût pour une veillée funèbre. J'avais appris à cuisiner avec des restes, avec amour. Et dans ce modeste café, je me suis retrouvé. Non pas en tant que grand-mère, ni en tant que fardeau pour quelqu'un, mais en tant que femme dont les mains pouvaient encore créer du réconfort et de la joie à partir de rien d'autre que de la farine, de la chaleur et de la mémoire. Les semaines ont passé. Je me réveillais chaque jour avant le lever du soleil, je nouais un tablier autour de ma taille et je travaillais jusqu'à ce que mes os me fassent mal. J'étais plus âgé, oui, mais je me déplaçais avec un but. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais utile. Pas de la manière dont Linda et Richard m'avaient laissé le ressentir, mais vraiment, indéniablement précieuse. Les clients revenaient pour ma nourriture, me demandaient par mon nom, souriaient lorsque je leur tendais leur repas. Je ne me faisais aucune illusion sur ma place dans le monde, mais dans ce petit coin de la ville, j'avais de l'importance. Linda n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Il n'y a pas eu d'excuses, pas de lettres, pas de messages d'inquiétude. À un moment donné, il est devenu clair pour moi qu'elle m'avait complètement rayé de sa vie, comme si je n'avais été rien de plus qu'une phase de sa vie dont elle était soulagée de s'être débarrassée. Je suppose que, dans son esprit, le cancer avait été excisé. 6 mois après avoir emménagé avec James et Hélène, j'avais économisé chaque centime que je pouvais sur mes chèques de paie. J'avais ma petite pension, nos économies d'urgence que Anne et moi avions accumulées au fil de décennies de vie prudente. Et puis, bien sûr, il y avait James. Il est venu me voir un après-midi avec une proposition discrète, il investirait en moi. Rien d'officiel, rien de contraignant, juste un ami qui croyait en un autre ami. Il se souvenait comment j'avais autrefois nourri toute une congrégation d'église avec rien de plus que 3 poulets et un sac de riz. « Tu ne fais pas que cuisiner, Alina » m'a-t-il dit. « Tu réconfortes. » C'est comme ça que le restaurant a commencé. Pas de grande ouverture, pas de fanfare, juste une petite vitrine à Harlem avec des meubles d'occasion, une enseigne peinte qui disait « La table d'Alina » et moi dans la cuisine arrière, le cœur battant, servant de la soupe dans un bol en céramique ébréché à mon tout premier client. Il a grandi plus vite que je ne l'avais imaginé. Le bouche-à-oreille s'est répandu, non pas par le marketing mais par le bouche-à-oreille. Les gens sont revenus. Ils ont amené des amis. Les plats que je servais étaient honnêtes et familiers, des ragoûts chauds, des rôtis épicés, des tartes savoureuses. Je ne courais pas après les tendances. Je servais ce que je connaissais. Et ce que je connaissais s'est avéré être exactement ce que les gens recherchaient. Mes mains se souvenaient de chaque recette, de chaque épice oubliée. J'ai même recréé un plat d'agneau spécial que j'avais préparé pour Linda et Richard il y a des années, à l'époque où elles rentraient encore à la maison pour les vacances.
C'était ironique de voir comment le repas qui nous avait autrefois réunis était maintenant ce qui faisait ma réputation dans cette ville. Au bout d'un an et demi, la table d'Alina n'était plus un modeste café. Nous nous étions agrandis pour devenir un restaurant de taille moyenne avec 10 employés et des files d'attente à la porte tous les vendredis soirs. James s'asseyait dans la même cabine d'angle tous les jeudis, lisant le journal et buvant le thé que je préparais juste pour lui. Hélène s'occupait de nos événements de sensibilisation, transformant mon histoire en un symbole discret de résilience pour les femmes que son organisme à but non lucratif aidait. Je portais mon tablier comme une armure, non pas pour me protéger, mais pour me rappeler qui j'étais devenu. Les gens connaissaient mon nom, non pas parce que j'étais la mère de quelqu'un, ni parce que j'étais un cas de charité, mais parce que j'avais reconstruit quelque chose de réel à partir des cendres de tout ce que j'avais perdu. Je ne vérifiais plus mon téléphone, espérant voir le nom de Linda sur l'écran. Ce désir s'était atténué en quelque chose de plus calme, de plus gérable, comme une vieille blessure qui faisait mal avant la pluie mais ne saignait plus. Pourtant, parfois, lorsque je regardais depuis la cuisine et que je voyais des familles partager des repas, des mères riant avec leurs filles, je ressentais une vive douleur dans la poitrine. Cela passait vite, mais c'était là. Il y a des choses que l'on ne cesse jamais de pleurer. C'est un mardi après-midi ordinaire que j'ai décidé d'entrer chez Saks Fifth Avenue. La ville avait dégelé de son long hiver, et la douce lumière du soleil du début du printemps filtrait à travers les hautes fenêtres, se répandant sur les sols brillants et les mannequins de créateurs. Je n'avais pas l'intention d'acheter quelque chose de précis. Je voulais simplement me faire plaisir, quelque chose que j'avais encore du mal à me permettre, même maintenant, après tout ce temps, après tous ces changements. Il y avait encore des moments où je me sentais comme cette femme sur le trottoir dans la neige, invisible et abandonnée. Mais j'avais appris à faire taire cette voix. J'avais ma place ici autant que n'importe qui d'autre. Peut-être plus. L'odeur du cuir coûteux et du parfum d'agrumes flottait légèrement dans l'air alors que je me déplaçais dans le magasin. Je portais un simple manteau en cachemire et une écharpe en soie, subtile, propre, raffinée. Mes chaussures claquaient doucement contre le sol en marbre. Je ne m'habillais pas pour impressionner, mais je ne m'habillais pas non plus pour être ignoré. Alors que je passais devant une rangée de sacs à main, une jeune stagiaire en vente, à peine plus de 20 ans, aux yeux gentils et aux mains nerveuses, s'est approchée de moi avec un sourire chaleureux. « Madame, puis-je vous aider ?» Avant que je puisse répondre, une voix aiguë et reconnaissable a tranché le moment comme un couteau. « Oh mon Dieu! C'est vraiment vous ?» Je me suis tourné lentement. Elle était là, Lucy Carter, la sœur cadette de Richard. Elle avait presque la même apparence que ce soir-là, il y a des années, lorsque je me tenais tremblante dans le couloir de Linda, indésirable, humiliée. Ses lèvres se sont courbées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Attention à ce que vous lui montrez », a-t-elle dit fort, s'adressant à la stagiaire mais en s'assurant que je l'entendais. « Ce n'est pas vraiment une cliente, plutôt une touriste. » La jeune stagiaire s'est tendue. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Elle vivait avec mon frère et sa femme, a poursuivi Lucy, s'adressant maintenant à un collègue qui venait d'arriver. Vous savez, dans cette grande maison de Riverside. Elle s'y est infiltrée après la mort de son mari, comme un petit fantôme triste. Pas de revenus, pas de carrière, juste assise à faire semblant d'avoir encore de l'importance. Sa voix résonnait d'une fausse gaieté, aiguë et théâtrale. Pauvre Linda, a-t-elle ajouté avec un soupir. Elle a eu pitié d'elle, l'a laissée entrer par pitié. Et comment celle-ci l'a-t-elle remerciée? Elle a cassé un vase ancien qui valait des milliers de dollars et s'est fait mettre à la porte. Ingrate et maladroite. Classique. Ma prise sur l'écharpe en soie que je tenais s'est resserrée, mais je n'ai rien dit. Elle a cette façon de s'accrocher aux gens qui ont de l'argent, a ajouté Lucy dans un murmure de scène à un autre employé qui passait, les lèvres se courbant. Un numéro de gentille vieille dame, vous ne le devineriez jamais, n'est-ce pas? Mais c'est une pique-assiette professionnelle. Une manipulatrice totale. Elle sait comment pleurer sur commande. Je pouvais entendre des murmures derrière moi, d'autres membres du personnel qui regardaient maintenant. Certains étaient clairement mal à l'aise. Quelques-uns ont baissé les yeux. L'un d'eux a essayé de s'éloigner. Je veux dire, regardez-la, a ricané Lucy. Elle a probablement économisé pendant 6 mois juste pour acheter un porte-clés, et soudain, elle demande des chemisiers et des sacs à main comme si elle était quelqu'un. C'est un cas de charité qui a eu de la chance. Elle a ensuite laissé échapper un rire, pas fort, mais assez aigu pour blesser. Elle a même essayé de faire comme si elle faisait partie de la famille. Imaginez ça. La famille.
Mon Dieu, je me souviens de Thanksgiving. Elle s'est présentée, sans prévenir, sans invitation, dans cet horrible manteau marron, sentant la poussière et les gaz d'échappement des bus. Elle s'est assise à notre table comme si elle était à sa place. C'était embarrassant. Les mots continuaient à venir. Elle n'avait plus de filtre, et personne n'osait l'arrêter. Elle est là maintenant, à faire semblant d'être riche, a ricané Lucie. Elle emprunte probablement la carte de quelqu'un, ou elle espère une escroquerie au retour. C'est Saks, pas un refuge. C'est alors que j'ai vu le directeur apparaître de l'autre côté du magasin, grand, en costume et aux yeux perçants. Il avait clairement été appelé par quelqu'un qui en avait assez. Sa démarche était rapide mais composée, sa mâchoire serrée alors qu'il s'approchait. Lucie ne l'a pas remarqué au début. Elle devrait rester d'où elle vient, a dit Lucie. Vous savez, dans l'Ohio, ou ailleurs. Des endroits où les moins que rien comme elles peuvent encore se sentir importants. La voix du directeur est intervenue alors, calme mais ferme. Mademoiselle Carter? Lucie s'est retournée, surprise. Oh, monsieur Reynolds. Je ne faisais que. Il a regardé entre nous, son regard passant d'elle à moi, puis à la stagiaire, qui était devenue pâle et immobile. Y a-t-il un problème ici? A-t-il demandé. Ce n'est pas une vraie cliente, a dit rapidement Lucie. Je suis juste préoccupée par, vous savez, le vol ou les dommages. Je l'ai déjà vu. Elle a profité de ma famille. Il y a eu un moment de silence pendant que monsieur Reynolds me regardait à nouveau, plus longtemps cette fois. Quelque chose dans son visage a changé. Je l'ai vu, le scintillement du doute. Il n'était pas sûr de qui croire. Ses paroles avaient atterri, au moins partiellement. Je pouvais le voir à la façon dont son expression se raidissait, professionnelle mais soudainement sur ses gardes. La stagiaire, qui n'avait rien dit jusque-là, a commencé à enregistrer mes articles, 3 pièces au total, un manteau finement taillé, un sac à main en cuir et un chemisier en soie. Pas de réduction. Pas d'hésitation. La caisse a bipé, l'écran a clignoté pour confirmer, et tout doute s'est évaporé en un instant. J'ai pris le sac de courses noir et élégant, puis j'ai regardé calmement monsieur Reynolds. Je ne ferai plus mes courses ici, ai-je dit tranquillement. C'est alors qu'il s'est tourné brusquement vers Lucie. Mademoiselle Carter, vous êtes renvoyée, avec effet immédiat. Elle est restée bouche bée. Vous plaisantez. Vous avez harcelé une cliente, l'avez insultée, l'avez humiliée devant le personnel et les clients. C'est inacceptable. Vous avez terminé ici. Je vous le dis, c'est une escroc, a crié Lucie, maintenant troublée, plus du tout composée. Elle a probablement volé cette carte. Qui sait où elle l'a eue? Sécurité. Le directeur a dit, faisant déjà signe aux agents de sécurité, sécurité, veuillez la raccompagner à la sortie. 2 agents de sécurité sont intervenus. Lucie a reculé d'un pas, les yeux hagards. Vous vous faites tout savoir. Il ment. C'est ce qu'elle fait. Elle? A-t-elle crié, essayant de les dépasser. Vérifiez cette carte. Elle ne possède rien. Les gardes l'ont prise par les bras. Ce n'est qu'une vieille parasite. Assez, a crié monsieur Reynolds. Dehors. Maintenant. Elle a continué à crier, plus des mots maintenant, juste du bruit, des insultes, des jurons, de la fureur, une rage incohérente lancée dans toutes les directions. Sa voix a résonné jusqu'au bout du couloir alors qu'elle était traînée hors du magasin, ses cris devenant plus faibles, puis avalés par les portes vitrées qui se fermaient. Le silence est revenu lentement. Le personnel a repris son travail. Les clients ont détourné le regard. Et monsieur Reynolds a expiré avec un épuisement tranquille. Il s'est retourné vers moi. Je suis profondément désolé, Madame Hartwell, a-t-il dit. J'ai laissé ces paroles influencer mon jugement, même pendant une seconde. C'est inexcusable. J'ai fait un petit signe de tête, sans rien dire de plus. J'espère que nous pouvons arranger les choses. Nous serions honorés de vous avoir comme membre Saks. S'il vous plaît, permettez-moi d'organiser cela. Je deviendrai membre, ai-je dit. Mais je ne ferai mes courses qu'avec elle. J'ai regardé la stagiaire. Ses yeux se sont agrandis d'incrédulité. Moi, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, en lui tendant ma carte avec un petit sourire las. Vous étiez la seule ici à avoir agi avec décence. Quelques jours plus tard,
j'ai appris que Jasmine, à la voix douce, aux mains sûres et gentilles, avait été promue à un poste à temps plein, remplaçant directement Lucy Carter. Je l'imaginais debout derrière ce même comptoir, les épaules droites maintenant, la voix plus forte, n'ayant plus peur de parler. J'ai repensé à ce moment en rentrant chez moi, mon sac de course niché tranquillement au creux de mon bras. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais claire. Parfois, la dignité ne rugit pas. Parfois, elle quitte simplement la pièce, la tête haute. Le matin où j'ai vu l'avis de vente aux enchères, je remuais du porridge dans la cuisine du restaurant, la vapeur s'élevant avec l'odeur de cannelle et de beurre noisette. Un exemplaire plié du Real Estate observé était posé sur le comptoir de préparation, où James l'avait laissé la veille. Mon œil a accroché l'annonce sans le vouloir, une adresse imprimée en gras, impossible à manquer. 31 West Riverstone Drive. Je me suis arrêté. C'était leur maison. La maison de Linda. La résidence Carter. J'ai posé la cuillère lentement, mon cœur ne s'emballant pas, ne se brisant pas, juste immobile. La description était brève et clinique, maison coloniale de 5 chambres, au bord de la rivière, équipement de luxe, récemment saisi. Date de la vente aux enchères, mardi, 10 heures. Les mots se lisaient comme un dernier souffle. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai appelé personne. Je n'en avais pas besoin. J'avais su, d'une manière ou d'une autre, que cela arriverait. Il y avait eu des murmures au cours de l'année écoulée, des rumeurs de transactions financières louches, de poursuites judiciaires s'accumulant tranquillement derrière la façade immaculée. Richard avait toujours joué un jeu dangereux avec le pouvoir. Les hommes comme lui croient que la richesse les isole des conséquences, mais la richesse n'efface pas la pourriture, elle ne fait que la parfumer pendant un certain temps. J'ai assisté à la vente aux enchères, non pas en tant que soumissionnaire, ni même en tant que spectatrice, vraiment. Je me tenais simplement au bord de la foule, enveloppé dans mon manteau de laine bleu marine, me fondant dans la masse. La salle des ventes était modeste, nichée entre un magasin d'alcool et une salle d'exposition abandonnée. À l'intérieur, des agents immobiliers et des investisseurs étaient assis raides en costume, parlant à voix basse, les yeux fixés sur les catalogues sur leurs genoux. Les enchères étaient rapides, brutales. Au moment où le marteau est tombé, la maison des Carter avait un nouveau propriétaire anonyme. Je me suis retourné pour partir, le manteau boutonné haut, prêt à disparaître dans le matin froid et gris. Mais juste au moment où je sortais, j'ai entendu une voix derrière moi, aiguë, stridente et reconnaissable. « Vous plaisantez !» Je me suis tourné lentement. Linda se tenait là, dans un long manteau beige qui ne semblait plus repassé ni impeccable, les cheveux tirés en arrière trop serrés, comme si elle essayait de contenir quelque chose qui se défaisait en dessous. À côté d'elle se tenait Richard, la mâchoire serrée, une écharpe jetée négligemment autour du cou, les yeux injectés de sang avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la rage. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» a-t-il craché. Avant que je puisse répondre, c'est une affaire privée. Je ne savais pas que la mauvaise gestion des fonds et la perte de sa maison étaient considérées comme privées, ai-je dit doucement, sans le regarder. Linda a laissé échapper un rire aigu, fragile et forcé. « Oh, s'il te plaît, ne fais pas comme si tu étais juste passé par là. »« Quoi, tu viens nettoyer les toilettes après la vente aux enchères ? » ?»« C'est ça ?» Je l'ai regardé fixement, ce visage si familier, si altéré. Ses lèvres se sont courbées avec dédain, mais derrière ses yeux, il y avait autre chose, la panique, la honte, une humiliation basse et acide qu'elle ne savait pas comment avaler. « Pourquoi souris-tu » a-t-elle lancé. « Tu penses que ça te rend meilleur que nous ? Mon Dieu, c'est pathétique. Tu vis dans un trou, à préparer de la soupe pour les ouvriers du bâtiment, et tu penses que ça te rend importante. » Richard l'a interrompu, la voix aiguë. « Nous n'aurions jamais dû te laisser entrer dans notre maison. Tu étais une sangsue dès le début, toujours en train de renifler, attendant des aumônes. Tu n'as jamais fait partie de la famille, juste une étrangère. » Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas répondu. Leurs mots flottaient dans l'air comme la puanteur de quelque chose qui pourrissait, épais de désespoir. Ils avaient besoin que je réagisse, que j'explose, que je me sente à nouveau petite. Mais il ne restait rien en moi qu'ils pouvaient toucher. Linda s'est approchée, sa voix plus douce maintenant, mais imprégnée de venin. « Tu sais ce que je regrette le plus ? Ne pas t'avoir renvoyé dans cette petite ville pathétique à la seconde où tu t'es présenté à notre porte. J'ai été tellement stupide de te donner une chance. Tu es une honte. » Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait pleurer,
mais elle ne l'a pas fait. Elle est juste restée là, la bouche tremblante, les yeux fuyants comme si elle cherchait quelqu'un pour être d'accord avec elle. Mais il n'y avait plus personne. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule et je l'ai dépassé vers le trottoir. Elle s'est retournée pour me crier dessus, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que tu fais même dans ce quartier, hein? Tu cherches ta prochaine poubelle dans laquelle ramper ?» Je me suis arrêté, juste pour respirer. Je cherchais le bon endroit pour dire au revoir, ai-je dit sans me retourner. Et j'ai continué à marcher. Derrière moi, j'ai pu entendre Linda recommencer, quelque chose de frénétique dans son ton maintenant. Je ne savais pas si elle criait sur moi ou sur Richard ou sur le ciel, mais ses paroles ne me touchaient plus. Elles rebondissaient comme des cailloux sur de la pierre. Le vent s'est levé alors que je tournais au coin de la rue. J'ai serré mon manteau plus fort, non pas à cause du froid, mais pour me rappeler que j'étais encore solide, encore là. Le bruit derrière moi s'est rapidement estompé. Je n'ai pas regardé en arrière. 3 jours après la vente aux enchères, le nouvel acte en main, je suis retourné au 31 West Riverstone Drive. C'était en fin de matinée, froid, clair et calme, le genre de jour où le son porte et où rien ne peut se cacher dans la lumière. Je suis sorti lentement de la voiture, le gravier craquant sous mes chaussures. Alors que je m'approchais de la maison que je n'avais autrefois pas le droit d'appeler la mienne, Linda et Richard étaient déjà là, debout dans l'allée, les bras croisés, les yeux plissés. Ils étaient apparemment arrivés tôt, probablement pour voir si l'acheteur anonyme était venu inspecter leurs biens, ce qui restait de leur dignité. J'ai vu un camion de déménagement au ralenti sur le trottoir, des boîtes à moitié emballées empilées au hasard près de la porte d'entrée, certaines scellées avec du ruban adhésif, d'autres déchirées. Une lampe cassée gisait sur l'herbe comme une victime de la panique. Linda a été la première à parler, sa voix aiguë, haute, trop contrôlée pour être calme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas répondu. J'ai remonté l'allée, la tête haute, le regard fixe. Ses yeux se sont plissés. Ou peut-être, a-t-elle ajouté, ricanant, as-tu laissé tomber une pièce sous les lames de plancher cette nuit-là où tu as été mise à la porte? Tu fouilles encore? Je les ai regardés tous les deux, leur posture rigide, leur fierté à peine intacte. Et pendant un instant, j'ai vu les fantômes de ce qu'ils étaient autrefois, brillants, sur deux, me regardant de haut comme si j'étais sorti du caniveau. Ils avaient été invincibles dans leur propre esprit. Je me suis éclairci la gorge. Je suis ici pour voir si vous avez fini de déménager vos affaires de ma maison. Pendant un instant, il n'y a eu aucun son. Juste le bourdonnement lointain du moteur du camion, le vent glissant entre les haies. La bouche de Linda s'est légèrement entr'ouverte. Richard a cligné des yeux, visiblement confus. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-il dit en s'approchant. J'ai dit, ai-je répété, plus fermement, que c'est ma maison maintenant. Je l'ai achetée. C'est impossible, a dit Linda en secouant la tête. Tu ne pouvais pas. Tu n'as pas ce genre d'argent. Si, ai-je dit simplement. Et j'en ai. J'ai enchéri par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Hélène a aidé. Tu te souviens d'Hélène, n'est-ce pas? Le visage de Richard s'est déformé, la couleur s'estompant lentement. Linda est restée figée. Tu mens, a-t-elle dit, sa voix tremblant maintenant. Tu ne sais pas comment ça marche. Tu ne peux pas te pointer ici et prétendre. L'acte est à mon nom, les jeux interrompus. Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je suis venu pour vous informer que vous avez 3 jours de plus. Après cela, si vos affaires sont toujours là, j'engagerai quelqu'un pour s'en débarrasser. La bouche de Richard s'est à nouveau ouverte, mais rien n'en est sorti. Linda a reculé d'un pas tremblant, son talon heurtant presque le bord du trottoir. Je suis retourné vers la voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, la nouvelle s'est répandue rapidement. Quelques clients du restaurant ont chuchoté lorsque je suis passé devant leur table. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement retourné à la cuisine, à ma cuisinière, à mes sauces, à mon rythme. La justice n'était pas toujours un verdict crié depuis une salle d'audience. Parfois, c'était juste une femme qui reprenait possession d'un espace qui lui avait été refusé pendant trop longtemps. Une semaine plus tard, le camion de déménagement était parti. La maison de Riverstone était à nouveau calme, vide et dépouillée. Mais la tempête n'était pas terminée. Pas encore. Des mois plus tôt, dans le chaos de mon expulsion,
j'avais été manipulé pour signer des papiers que je ne comprenais pas, des documents que Linda avait placés devant moi, tout sourire et vagues assurances. Juste une routine, avait-elle dit. Rien de grave. Juste quelques vieux détails d'assurance. Je ne l'avais pas remise en question. C'était ma fille. Mais ce que j'avais signé avait transféré le reste de mon fonds fiduciaire, le peu que Anne et moi avions économisé pour nos vieux jours, à son nom. Avec l'aide de James et de l'équipe juridique d'Hélène, nous avons tout déterré, des signatures falsifiées, des documents trompeurs, un vol silencieux sous le masque d'une inquiétude familière. Et j'ai porté plainte. L'affaire a fait de petites vagues dans les médias locaux, un couple important poursuivi en justice par une mère âgée pour fraude. Une photo de Linda devant le palais de justice, le visage tiré et pâle, est apparue brièvement en ligne. Richard ne s'est pas présenté. Il vivrait apparemment dans un motel près de Harlem, invoquant une « restructuration financière ». Lorsque le jour de sa déposition est arrivé, Linda n'a pas pu garder le masque. Il s'est brisé. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle s'agenouillait par terre dans le couloir du palais de justice, les mains serrées dans les miennes, sanglotant. « Je suis désolé, maman. J'ai été stupide. J'avais peur. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai tout perdu. » Elle l'a dit comme si elle croyait que c'était nouveau. Je l'ai regardée pendant une seconde, juste une seconde. Je l'ai vue à nouveau comme une petite fille, les genoux écorchés, les yeux grands ouverts, honteuse de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Mais l'image s'est estompée. Certaines trahisons étaient trop vives pour être oubliées. « Tu n'as pas seulement tout perdu, ai-je dit tranquillement. Tu l'as jeté. » Elle a supplié. Je suis resté debout. Je suis parti. Le procès a suivi son cours. Je ne voulais pas qu'elle aille en prison. Je ne voulais pas de gros titres ni de vengeance. Je voulais une reconnaissance, des conséquences, une fin. Et puis je suis retourné à la vie que j'avais construite, la seule vie qui comptait maintenant. Hélène et moi avons agrandi le restaurant. Nous avons ajouté une cuisine communautaire le week-end. Nous avons offert des repas à prix réduit aux personnes âgées, des cours de cuisine gratuits aux mères célibataires. Et une fois par mois, nous livrions des repas chauds au refuge de la ville. Les gens m'appelaient philanthrope. Je ne le voyais pas comme ça. Je me souvenais juste de ce que c'était que d'être invisible. James, toujours constant, restait à sa table d'angle tous les jeudis, lisant le journal et buvant le thé que je préparais juste pour lui. Jasmine gérait maintenant notre ligne de partenariat de vente au détail, des tabliers et des épices avec la table d'Elena, brodée en fil doux. Et chaque fois que je la voyais parler avec confiance, je repensais à ce jour chez Saks, et à la façon dont parfois la gentillesse change tout. Je passais encore parfois devant West Riverstone. Je ne m'arrêtais pas. Les lumières étaient toujours éteintes. Les nouveaux propriétaires avaient vidé l'intérieur, j'ai entendu dire, effacé les traces de ce qui était avant. Cela n'avait pas d'importance. Rien dans cette maison ne m'avait jamais vraiment appartenu. Mais cette vie, cette cuisine, cette chaleur, cette paix, je l'avais construite de mes propres mains. Et je n'avais pas encore fini. Que pensez-vous de cette histoire? Elena a-t-elle fait ce qu'il fallait, ou a-t-elle été trop dure avec sa fille? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment vous entendre. Et si cette histoire a eu un sens pour vous, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait se sentir impuissant en ce moment. Il pourrait en avoir besoin plus que vous ne le pensez.